l'avant-dernier panel, intitulé donc le panel 7, Piloter les énergies renouvelables grâce au digital, la manœuvre indispensable. Alors, transformation digitale, énergie renouvelable, c'est une thématique très très importante depuis quelque temps. Et pour en parler aujourd'hui, une pléiade d'intervenants majeurs qui va être conduite par Sid Ahmed Shrif, qui est là, on peut l'applaudir. Sid Ahmed, qui est l'ancien président du club DSI et au commis de l'État auprès de la STEG également actuellement. Il aura à ses côtés un grand monsieur, Sibel Hassan Chiboub, le directeur général de l'électricité et de l'énergie au ministère de l'Industrie, de l'énergie et des Mines. Marhaba, Sibel Hassan, merci de nous rejoindre. Safra Ali, Sibel Hassan, si vous permettez. On a également avec nous Si Ramzi Matoug, qui est expert en transition énergétique. Voilà, il est là. Si Ramzi, marhaba bi. شبيها تصفيقة حسيتها مش اي voilà. Et puis nous avons Sifoued Khoueja, le chef de pôle système d'information et développement digital à la STB. La STB est parmi les banques qui sont en train de financer le plus les projets d'énergie renouvelable. Et Sifoued, tout à l'heure, il va en parler de cette stratégie commerciale donc de la banque. Pourquoi avoir choisi le green, donc financer les projets de green. Et puis, j'ai sollicité également mon cher ami Siad Ben Youssef. Siad Ben Youssef, il est polyvalent. Négociateur en chef, il est également donc sur les énergies renouvelables, sur la transformation digitale. Il accompagne l'État tunisien également sur plusieurs aspects. Il est négociateur avec les climats aussi. Et je pense que sa contribution, vous l'avez remarqué tout à l'heure, elle est indéniablement très importante. Donc je salue l'arrivée parmi nous de Siad Ben Youssef encore une fois. Marhavik Siad, merci. Alors voilà. Sans plus tarder, je cède la parole à Sid Ahmed. 1 heure de temps pour faire jaillir de ce qu'il y a de meilleur de ces illustres panélistes. Merci. Merci Anis. Je suis très content d'être avec ce plaid d'experts dans les énergies renouvelables. Inch'Allah, on va faire un joli panel de discussion. Donc, pour commencer, je vais dire que face au dérèglement climatique ou à la fin des énergies fossiles, le monde est désormais contraint de s'engager dans un processus de transition énergétique. Cette transition nécessite fatalement une transition numérique et s'accompagne de mutations sociétales et technologiques. On va commencer donc notre panel avec Sibel Hassan Chiboub qui va nous parler un peu de la stratégie nationale de transition énergétique et en particulier de la stratégie de déploiement des énergies renouvelables à l'horizon 2030 et autres. Sibel Hassan, toi. Merci. Merci Sid Ahmed. Alors, comme vous le savez, la Tunisie elle fait face aujourd'hui à une baisse de ses ressources en énergie primaire. Le bilan énergétique aujourd'hui, on a atteint à peu près un déficit de 50%. Et ce déficit-là, il a un impact aussi sur le budget de l'État. Parce que l'importation des hydrocarbures fait qu'on a plus de subventions à donner pour le secteur de l'énergie. Le mix énergétique également, il est très limité au niveau électrique. On est à 97% à partir du gaz naturel et rien que 3% en énergie renouvelable. On a commencé un programme très ambitieux depuis les années 2004, 2009 avec des lois relatives à l'efficacité énergétique et à la maîtrise de l'énergie par lesquelles il y a eu des programmes à l'instar du programme ProSolelec qui a permis de développer les rooftops, les toits solaires photovoltaïques et il y a également les toits solaires thermiques. Ceci étant, il fallait accélérer aujourd'hui le déploiement des énergies renouvelables pour atteindre un objectif de 35% à l'horizon 2030. Alors quand on dit 35% à l'horizon 2030, c'est à peu près
une capacité additionnelle de 4,5 gigawatts. Alors, 4,5 gigawatts au niveau, on va dire, unité, ce n'est pas significatif, mais quand on dit c'est un investissement à peu près de 4 milliards de dollars, ça devient beaucoup plus significatif. On a besoin aujourd'hui de déployer à peu près 4 milliards de dollars pour atteindre notre objectif de 35% énergie renouvelable à l'horizon 2030. Cet objectif sera à peu près 50% à l'horizon 2035. C'est pour vous dire qu'on a besoin d'accélérer la réalisation des énergies renouvelables. Bien sûr, nous avons plusieurs régimes. Il y a le régime de l'autoproduction, il y a le régime des autorisations, il y a le régime des concessions. Et la colonne dorsale, c'est-à-dire le régime qui permettra cette substitution de gaz vers énergie renouvelable et qui permettra l'atteinte de ces objectifs, ça ne peut être que le régime des concessions, c'est-à-dire les grands projets. Mais comme vous le savez, la contribution des grands projets, elle est très limitée au niveau économique parce que la création d'emplois n'est pas très importante avec les grands projets. Généralement, c'est des grandes boîtes qui font ça en back-office. Toutes les optimisations sont faites en back-office. Par contre, on a les deux autres régimes qui sont les régimes autoproduction et régime autorisation qui sont là pour être optimisés localement avec un partenariat entre des entrepreneurs tunisiens et des entrepreneurs étrangers qui ont la capacité financière et l'expérience technique. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a besoin au niveau stratégique de ce mix énergétique. Maintenant, ce mix énergétique-là, comment l'optimiser, ça c'est un défi encore plus majeur. Pourquoi on parle de ce défi-là? Parce que les énergies renouvelables, l'une des caractéristiques, et c'est un défaut à notre sens, c'est que ce sont des énergies intermittentes. Et donc tout ce qui est planification, tout ce qui est data pour planifier la production d'énergie renouvelable, pour estimer la production et pour avoir toutes les données liées climatiques, c'est très important au niveau des énergies renouvelables pour pouvoir maîtriser un peu cette production et l'intégrer au niveau du réseau. Donc, pour résumer un peu cette intervention, on a deux volets. Le premier volet, c'est plusieurs régimes de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Le deuxième volet, c'est l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Et bien sûr, dans cette atteinte des objectifs, il ne faut pas oublier tout ce qui est optimisation digitale pour atteindre ça. Et peut-être, probablement, tout à l'heure, on reviendra sur cette question en plus ample détail. Merci Sibel Hassan. Donc, pour avoir brossé un peu l'état des lieux de la stratégie nationale de transition énergétique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la transition énergétique va de pair avec une transition numérique. Et là, si Ramzi Matoug, expert en transformation digitale, pour l'avoir connu personnellement, وقت اللي خدم شوية في الشيما directeur نتاع STEC, donc je sais qu'il va nous en parler amplement. تفضل سي رمزي. Merci Sitar. Sibel Hassan vient de planter les décors. Énergie renouvelable, par définition, c'est une énergie intermittente. Il a tout à fait raison, c'est une question de data. Et quand on parle de data, on parle forcément de transformation digitale. Digital, c'est pas que le data, c'est l'IoT, c'est la data, c'est le blockchain, c'est le cloud, c'est la capacité aujourd'hui qu'on a pour le calcul. Toutes ces capacités font que le digital est un change maker pour la transition énergétique. L'énergie renouvelable est une énergie intermittente. On n'arrive pas à gérer, on ne maîtrise pas la production. Le fait de connaître deux paramètres essentiels, c'est la demande et la réponse. La demande, c'est la demande, le besoin
des consommateurs d'énergie. Et la réponse, c'est la production. Le digital permet déjà de maîtriser ces deux aspects. Ces deux aspects, sur la partie demande, avec l'IoT notamment, tout ce qui est compteur intelligent, aujourd'hui c'est de l'IoT, c'est du digital. On arrive à connaître exactement le comportement du consommateur, des consommateurs. Aujourd'hui, si on a 4 millions d'abonnés sur certains opérateurs, aujourd'hui en Tunisie, on a un pilote sur 400 000 abonnés. Connaître leur comportement et avoir les datas sur plusieurs années, leur historique, permet de prédire le comportement et prédire la réponse, anticiper sur la réponse en termes de production. Idem de l'autre côté, sur la production, énergie renouvelable, avoir les données permettrait aussi de connaître le comportement de la production et agir après. Donc le digital, ce n'est pas tout simplement l'application mobile, mais c'est l'ensemble de la chaîne, de la chaîne de production d'énergie. Production, quand je parle production, distribution, transport et distribution. L'impact du digital, c'est sur toute la chaîne, d'où l'opportunité qu'offre la transformation digitale pour la transition énergétique. Maîtriser toute la chaîne, avoir toutes les données, permettrait justement de gérer l'intermittence, mieux gérer l'intermittence des nouvelles énergies par rapport à un besoin qu'on pourrait anticiper par justement la collecte des données via les connecteurs intelligents, la capacité aujourd'hui de Big Data qui nous permet de traiter l'ensemble de ces données. Quand on parle d'un pilote de 400 000, mais demain on aura, Inch'Allah, 4 millions d'abonnés connectés sur des connecteurs intelligents, traiter toutes ces données-là, anticiper, gérer demain la production de l'énergie renouvelable, savoir comment on fait comment répondre à cette énergie, à cette demande. C'est le principal apport aujourd'hui du digital par rapport à la transition énergétique. C'est un des volets, mais le digital aussi permettrait, à travers les compteurs intelligents, que l'abonné, par exemple, à travers sa petite application mobile, de connaître sa consommation, de connaître son comportement. Et du coup, il y a une prise de conscience du comportement qui permettrait une sensibilisation et après un changement du comportement de l'utilisateur final. Juste par la petite application mobile où je sais, un utilisateur final, je vois les pics, je vois les pics de ma consommation et j'arrive à gérer, surtout si demain, je serai moi aussi autoproducteur. Tout ça pour dire que le digital, c'est sur toute la chaîne, c'est pas juste une application sur un volet de l'application mobile, mais c'est vraiment sur toute la chaîne, y compris dans le réseau de l'opérateur d'énergie. Avoir les données qu'il faut permettrait de mieux gérer et gérer efficacement le réseau d'énergie de l'opérateur télécom. À part les IoT ou les big data, il y a un aspect très important aussi que le digital permet aussi d'accélérer la transformation digitale, c'est tout simplement les systèmes d'information. Aujourd'hui, si on a les données de compteurs, fallait-il les intégrer dans nos systèmes d'information? On a des données en temps réel, on doit pouvoir facturer en temps réel, on doit pouvoir adapter nos prix en fonction de la production, de la consommation, en fonction de plusieurs paramètres. Et le digital est un accélérateur dans ce sens-là. Les systèmes d'information aujourd'hui permettent une facturation des clients presque en temps réel, au moins une visibilité sur la consommation presque en temps réel. On ne passe plus par la facture estimative, la facture réelle, mais on est vraiment dans la facturation réelle. Tout ça pour dire que, pour expliquer que le digital peut intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, et c'est un vrai accélérateur, un vrai changemaker aujourd'hui pour cette transition. Merci, c'est Ramzi, pour cette excellente présentation sur la transformation digitale au niveau de la chaîne de valeur énergétique. On va passer à Sifoued qui lui va nous brosser
un peu l'importance de la data et de l'IoT comme levier majeur pour outiller la transition énergétique. Et comment l'écosystème IT peut-il contribuer à cette transition à travers les startups ou autres? C'est Fouad. bon كنا نحكي ما خليليش حاجه كبيره بارابور شكون باش نحكي IT في بعضكم تفهم. سي با اوسي ايفيدون. تفضل. Bon, peut-être je vais ajouter peut-être des petites remarques par rapport à ce qui a été dit. Donc, bon, il ne faut pas oublier avant tout que l'IoT et les data donc, sont des énergivores. Donc, il faut faire attention lors de leur emploi. Il faut cadencer par rapport à cette opportunité qu'offre le digital et les data. Sachant que les choses que je peux bien sûr ajouter, c'est que l'intervention des data, donc, c'est vrai dans l'optimisation de cette transition énergétique, mais aussi dans la mise en place des plans de maintenance préventive, des choix de l'emplacement où ils doivent être implémentés ces installations. Donc, les data donc, sont très importants pour plus ou moins optimiser un peu nos choix, mettre en place des mécanismes de transition énergétique qui sont plus efficaces. Donc, en fait, ça va de soi, l'activité liée aux énergies renouvelables, elle s'appuie énormément sur les data, sur l'exploitation des données. Et cette exploitation de données donc, nous amène à exactement faire des optimisations pour plus ou moins capter, pour plus ou moins optimiser un peu cette énergie intermittente. En fait, le premier enjeu est d'identifier les sites qui permettent d'obtenir une efficacité, le meilleur rendement possible pour les installations déjà envisagées. Et c'est là qu'intervient en premier le digital à travers l'exploitation de ces données. Donc, j'ajouterai à ça donc, un autre aspect, c'est que la transition énergétique, donc, elle fait intervenir aussi bien un ensemble d'acteurs, donc clients, équipes, gestion des équipements, fournisseurs, intervenants, etc. Et donc, c'est là que la mise en place des plateformes digitales permet de résoudre un peu cette complexité organisationnelle qui donne plus ou moins une visibilité instantanée, temps réel, pour une prise de décision plus efficace. Donc, et là, c'est où on peut dire que le digital a un impact, une importance majeure pour l'optimisation essentiellement de cette transition énergétique, sachant qu'en parallèle, il faut opérer sur l'industrie actuellement, les industriels et les équipements industriels actuellement qui sont installés pour préparer plus ou moins cette transition énergétique avec, bien sûr, tout en gardant une efficacité par rapport à la production et au rendement déjà qui est programmé. Donc, voilà. Merci, Sifoued. Pour compléter le tableau, donc on va enchaîner avec Saad El-Benouf qui va nous faire la transition entre la transition énergétique et la RSE et comment la transition énergétique donc contribue aux politiques RSE des entreprises. Saad. Merci beaucoup. Donc moi je suis ici en remplacement. Hein. Je suis un remplacement. Non, Anis il me dit non, donc c'est bon. Tout simplement, moi j'ai deux petits points en fait. Je veux raconter toujours des histoires, deux petites histoires. La transition énergétique, lorsqu'on la raconte, c'est pas un projet de technicien. Si vous dites à la société transition énergétique, on la comprend comme technicien, on va la refouler. La transition énergétique, c'est un projet de société. Et il faut vraiment. Lorsqu'on a commencé la transition énergétique en Australie, on a commencé par sensibiliser les populations aborigènes où on a installé en fait les éoliennes, où on a installé... Et donc, il y a beaucoup de dialogue avec la société pour pouvoir réussir la transition énergétique. Je vais donner deux exemples pour comprendre pourquoi c'est important d'avoir toutes les composantes de la société. La première, c'est l'énergie la moins chère du monde et la plus disponible immédiatement, c'est l'efficience énergétique. C'est qu'est-ce qu'on pourrait épargner comme, tout en gardant le même rythme de vie. C'est-à-dire, en fait, est-ce que je peux faire la même chose, sauf que j'épargne un peu d'énergie. C'est ça l'efficacité énergétique ou l'efficience énergétique. Et pour ça, vous avez deux choses qui peuvent faire ça. Premièrement, la technologie, donc on en a parlé beaucoup.
il y a des appareils qui permettent de sauver, les lampes LED, il y a plein de choses de ce type-là qui permettent, en fait, la technologie évolue et il faut suivre les évolutions technologiques. Il y a beaucoup d'innovations pour réduire la consommation. Et la deuxième, c'est le changement de comportement. Lorsque je sors de ma chambre, je dois éteindre la lumière. C'est un changement de comportement qui permet de réduire Et ces changements de comportement, plus les nouveaux appareils, permettent vraiment de réduire la facture immédiatement. Dans des secteurs, vraiment, on peut réduire de 25-30% la consommation d'énergie en faisant ça. Alors le problème, c'est lorsque vous dites aux gens « changer de comportement », les gens ne savent pas changer de comportement. Et ça, nous, en économie, on a compris ça. Les économistes, on a toujours pensé que les gens sont rationnels. Et non, les gens ne sont pas rationnels. Les gens ont besoin d'aide. Et c'est pourquoi, depuis à peu près 20 ans, on a des efforts dans l'économie expérimentale. C'est comment peut-on aider les gens à changer de comportement? Eh bien, il faut leur donner des coups de pouce. Les coups de pouce, c'est ce qu'on appelle les nudges, le nudging. Alors, les nudges, aujourd'hui, sont partout, dans la politique, dans les machins, etc. En gros, c'est quoi un nudge? C'est comment donner un coup de pouce à quelqu'un pour qu'il change de comportement. Vous mettez cet escalier et vous mettez un escalator ici, les gens vont tous aller vers l'escalator. Mais si vous mettez sur l'escalier des touches de musique, chaque fois qu'il appuie, ça fait un son, tous les gens vont partir de ce côté pour expérimenter. Et en fait, vous les changez de comportement avec un coup de pouce. Sur la facture d'électricité aux États-Unis, on met la consommation moyenne de vos voisins. Dès lors qu'on met la consommation moyenne de vos voisins, vous dites « Ah mais je suis moins efficace qu'eux ». Donc vous rentrez en compétition avec vos voisins et vous descendez la facture. Eh bien, ça fait des gains énormes, tout ça. Et alors là, vous avez des spécialistes aujourd'hui du nudging qui permettent la société civile, les entreprises, doivent recourir à ce changement, dans la joie bien sûr, ce changement de société, dans lequel en fait on fait autre chose, mais pour consommer moins d'énergie. Deuxième exemple, et je ne veux pas être lent, c'est si vous ne pensez pas correctement à la transition énergétique, vous allez à la catastrophe. C'est bien de dire on fait des énergies renouvelables, et je suis l'un des premiers à pousser les gens, mais si vous donnez de manière décentralisée l'énergie renouvelable, d'abord, je tiens à remercier, je pense que hier j'étais en Jordanie avec nos copains du Liban, la catastrophe qu'ils subissent actuellement sur l'énergie. Le bonheur d'un Libanais aujourd'hui, c'est de disposer de 12 heures d'énergie par jour. Ils sont en moyenne à 2 heures aujourd'hui. Ils sont dans une catastrophe totale. Donc en fait, nous, on a une bonne compagnie. Les gens sont en train de mettre des générateurs tout seuls, chacun de son côté. Donc vraiment, et le coût, en moyenne aujourd'hui, c'est aux alentours de 250 à 300 $ pour d'avoir de l'électricité pour les Libanais. Lorsque la société s'écroule, vous êtes dans un autre monde. Et donc, ils nous disent de faire attention, parce que vous avez des acquis, il faudrait les garder. Si on met la décentralisation des énergies renouvelables dans l'agriculture, tous les agriculteurs vont utiliser l'énergie pour pomper de l'eau. Mais attention, il faut penser en termes circulaires. Énergie, eau et nourriture. Mais si tout le monde pompe l'eau, on assèche la nappe. Filtration, en fait, aujourd'hui, vous avez des nappes qui sont complètement détruites parce qu'on a mis de l'énergie renouvelable, parce qu'on est dans la transition énergétique. Et donc, il faut coordonner tout ça. Le rôle de la société civile, c'est de pouvoir sensibiliser, de penser global, parce que c'est pas uniquement de donner de la capacité aux gens d'avoir de l'énergie renouvelable. Et là, c'est parce que gérer un système décentralisé comme ça, c'est un casse-tête. Donc vraiment, la transition énergétique, c'est un immense chantier. On peut le rendre positif, mais il faut le penser, et penser collectivement avec toutes les franges de la société. Et les entreprises, vous avez largement votre part dans ça. Merci. Merci Saad pour cette brillante intervention. Donc ce qu'on retient... Et un peu énergie renouvelable, oui, mais on fait attention aux utilisations. Voilà. Donc on revient à Belhassan,
qui va nous brosser un peu les différents projets actuels en énergie renouvelable, ainsi que peut-être le projet Prosol, le projet Smart Grid, l'Asteg, etc., pour voir un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là. C'est Blassa. Oui, merci. Alors, vous allez me permettre un peu de revenir sur les énergies renouvelables. Au fait, il y a deux volets. Il y a tout ce qu'on appelle upstream, c'est la production, et downstream, tout ce qui est utilisation. Aujourd'hui, l'électricité, d'une façon générale, elle n'est pas stockable. Les solutions de stockage d'énergie renouvelable sont connues aujourd'hui. Il y a les batteries, ou il y a ce qu'on appelle les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage. Mais il y a d'autres utilisations qui commencent à émerger. La mobilité électrique, par exemple. Certaines utilisations, le dessalement, l'hydrogène vert. Tout ça sont de nouvelles technologies qui sont là pour accompagner mieux l'intégration des énergies renouvelables. À titre d'exemple, quand on dit que nous allons avoir 5 gigawatts en 2030, à un certain moment, la production d'électricité renouvelable dépassera la demande en électricité. Et donc, il faut gérer le système. Et comme vous le savez, au niveau technique, on a besoin toujours d'une inertie du système pour tenir la charge. Et c'est comment trouver des solutions de stockage, comment gérer la demande pour l'aligner sur l'offre, créer une nouvelle demande. Et ça, c'est à travers des optimisations qui devront en fait être faites toujours d'une manière digitale. C'est-à-dire, vous avez tout ce qui est optimisation, tout ce qui est calcul du productible, mais de l'autre côté, vous devez aligner ce productible à une certaine demande. Et donc, mis à part l'optimisation que l'on fait, comme l'a parlé du Smart Grid, on est en train de faire une optimisation sur la demande, 400 000 abonnés, c'est à peu près 10% des compteurs, mais 10% qui vont couvrir 65% du chiffre d'affaires de la STEC, 65% de la demande. Elle va être couverte par les 10%. C'est la fameuse loi de 20-80. Ceci étant, pour revenir à la question, il faut trouver des solutions innovantes pour pousser les gens à consommer quand on a des excédents. Et ça, c'est tout l'art de trouver l'apport de la digitalisation pour faire ce balancement entre l'offre et la demande. Tout à l'heure, on a parlé, bien sûr, de tout ce qui est éco-geste. Le kilowattheure le moins cher, c'est le kilowattheure que nous ne consommons pas. On est tout à fait d'accord sur tout ce volet-là, mais le vrai défi aujourd'hui, c'est comment gérer un système où vous avez un surplus, un excédent très important en énergie renouvelable. Comment trouver des solutions à ce système-là? On a cherché tout d'abord à faire tout ce qui est connexion. Et d'ailleurs, on a le projet ELMED, le projet d'interconnexion Tunisie-Italie, qui permettra un peu d'avoir une autre source, que ce soit en demande, que ce soit une autre source d'approvisionnement, pour équilibrer toujours l'offre et la demande. Toujours, la vraie question pour les opérateurs système, c'est d'équilibrer l'offre et la demande. Comment vous avez une production électrique et vous avez une demande qui est équivalente à cette production. Sinon, si on n'a pas cet équilibre-là, soit on aura à délester, c'est-à-dire à couper certains consommateurs si la production elle est inférieure à la consommation, soit on aura à faire ce qu'on appelle un curtailment, c'est-à-dire délester légèrement les centrales de production. Et ça, c'est le cœur du travail qui va être fait pendant ces 10 prochaines années pour trouver ce juste équilibre et créer cette demande et gérer surtout cette demande tout en optimisant, bien sûr, à travers
comme vous l'avez dit, clairement à travers la digitalisation, tout ce qui est calcul, intelligence artificielle, pour trouver ce juste équilibre. Et je vais faire comme mon collègue l'a dit, prenons l'exemple, par exemple, des voitures électriques. Si vous avez des excédents photovoltaïques pendant la journée et vous ne savez pas comment faire avec ces excédents-là, soit vous allez dire, écoutez, on va couper la centrale, on va faire un curtailment sur la centrale et payer le coût de l'énergie non prélevée, soit on dit, écoutez, au lieu de payer le coût de l'énergie non prélevée, on va baisser le prix de recharge pour certains clients qui font la recharge des voitures électriques pendant cette période-là. Nous connaissons la période, donc on doit optimiser entre cette période d'excès d'énergie photovoltaïque et de recharge de voitures. On a essayé de présenter un peu les choses au niveau macro, comment trouver les justes équilibres. Maintenant, il faut savoir toujours que quand on passe au client, et là, je crois que mes collègues ils ont expliqué longuement cette question-là, il faut trouver comment sensibiliser les gens pour qu'il y ait ce comportement d'éco-geste. Comment atteindre l'efficacité énergétique, comment avoir une efficacité énergétique. Et ça, je crois qu'il y a deux volets qui devraient être abordés pour l'efficacité énergétique. Il y a le volet efficacité, c'est-à-dire choisir les moyens de consommation qui sont les plus performants, LED, réfrigérateur classe 1, tout ce que vous voulez comme consommation. Il y a un autre volet, c'est le volet sobriété. Comment pousser les gens à avoir des gestes de sobriété. Par exemple, l'éclairage, on est dans une salle suréclairée. Minimiser l'éclairage de la salle. Par exemple, le chauffage. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, parmi les gestes de sobriété en Europe, ils ont baissé la température de chauffage dans les administrations. C'est vrai, on va grignoter un peu sur notre ergonomie, mais ça permet, étant donné qu'on est en crise énergétique, ça permet de gagner sur la consommation et de gagner énormément. Et même sur les dépenses, les 26 degrés par exemple. On a toujours, j'espère que cet été ça ne va pas être des canicules à répétition, mais on a toujours, quand il y a la canicule, on a toujours l'impression que 26 degrés, non, on n'a pas de climatisation. C'est l'effet de canicule qui fait ça. Mais réellement, on est toujours à 26 degrés. Et on a tendance à baisser. Écoutez, c'est pas 26, on va aller à 24 ou 23 degrés. Mais c'est pas vrai. Et c'est là l'ergonomie, et c'est là où il y ait une sensibilisation, une contribution de la part des consommateurs. Et cette contribution, elle devrait apparaître à travers, bien sûr, tout ce qui est smart grid, le suivi de la consommation. Quand il va regarder que quand il met 22, sa consommation, elle commence à partir en exponentielle, il va comprendre que effectivement, garder un peu une consommation moins importante et céder un peu sur son ergonomie serait meilleur que d'aller vers ça. Et je vous remercie. Merci, Belhassan. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots à le projet ProSol et les incitations de l'État le côté pour l'assistance? Alors, pour le projet Smart Grid, on a déjà parlé, je crois. C'est 400 000 compteurs, gaz et électricité, MT et BT, et ils sont destinés principalement aux gros consommateurs, pour couvrir plus que 60 ou 65% de la consommation. Et ça nous permettra de maîtriser mieux le comportement des consommateurs à travers, bien sûr, toujours la base de données qui va se créer avec ça, de maîtriser mieux la consommation des consommateurs. Ensuite,
dans tout ça, bien sûr, il y a tout ce qui est système d'information qui va traiter. C'est très important par rapport à ça. Et je vous laisserai peut-être tout à l'heure en parler. C'est pas mon domaine. Le deuxième volet dont je voulais parler, c'est le ProSol ELEC. Ce programme, il a été lancé depuis 2009 et il a permis à ce jour d'installer alors, la plus grande capacité renouvelable photovoltaïque installée en Tunisie, c'est grâce au régime ProSol ELEC. À ce jour, on a à peu près 170 mégawatts. C'est plus que les 2 centrales de la STEG installées, qui sont 2 fois 10 mégawatts. C'est plus que les centrales privées qui ont été installées à ce jour, je crois, 26 mégawatts. Mais pour vous dire que ce système qui a mis en place, qui a permis de créer un tissu industriel d'installateurs autour de ce mécanisme-là, a permis de développer cette capacité-là. Il y a une prime accordée par l'État. Elle a baissé aujourd'hui, bien sûr, parce que les coûts d'investissement des panneaux photovoltaïques y a baissé. Donc la prime, elle a baissé, elle est aux alentours de 500 dinars. Mais l'avantage, c'est qu'il y a la possibilité que la STEG vous garantit un crédit à travers votre facture. Et j'invite tous les présents, ceux qui ont une consommation annuelle qui dépasse une moyenne de 300 kWh par mois. Ceux qui ont une consommation annuelle moyenne qui dépasse 300 kWh par mois, ils sont invités à aller vers le photovoltaïque parce que ça leur reviendra moins cher. Même au niveau des factures, vous allez avoir pendant 7 ans une facture presque équivalente, mais au-delà des 7 ans, vous allez avoir une facture presque nulle comparée à la facture actuelle. Donc, tous les consommateurs qui ont plus que 300 kWh aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin de la prime. Ils peuvent aller vers ça sans recourir à la prime de l'État. Et je vous remercie. Merci, Sibla Hassan, pour ces amples informations. Si Ramzi, on va vous poser une question quand même. Est-ce que les acteurs de l'énergie aujourd'hui sont prêts pour la transformation digitale, pour assurer cette transition énergétique? Et quels sont, selon vous, les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour aider ces acteurs-là à réussir leur transformation digitale et par la suite la transition énergétique? Très bien. Acteurs de l'énergie. Acteurs de l'énergie, principalement, c'est les opérateurs. Les opérateurs d'énergie. Là, je vais reprendre ma casquette d'associé du cabinet de Deloitte, tiens clin d'œil à Cianis, pour parler un peu des expériences qu'on a eues, des projets qu'on a eu à mettre en place avec divers acteurs de l'énergie. Je vais commencer par un projet, un gros projet. On est en partenariat avec EDP, qui est l'opérateur d'énergie du Portugal, un des meilleurs en termes d'inclusion d'énergie renouvelable, qui a un excédent d'énergie renouvelable. On est en partenariat avec eux depuis 10 ans. 10 ans de préparation, 10 ans de projets, de projets digitaux pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, on est capable, à travers des modèles pointus de modélisation du réseau, à simuler le comportement du réseau en fonction des conditions météo, en fonction de la production des différents fermes éoliennes et solaires, y compris la gestion de 7000 batteries de stockage, qui est la problématique, c'est le stockage, avec des décisions presque instantanées. Quand est-ce qu'on stocke, quand est-ce qu'on libère de l'énergie dans le réseau. C'est assez poussé. Juste pour revenir à la readiness des différents acteurs. On est sur des acteurs qui sont très, très avancés, mais on est aussi sur notre région, sur des problématiques autres. Et je trouve, là, par rapport à readiness, je trouve qu'on est en Tunisie un peu, par rapport à notre région. Moi, je travaille sur l'Afrique francophone, on est vraiment assez avancé.
assez avancé à partir du moment où on a une stratégie d'énergie renouvelable, on a une stratégie de mix énergétique. Et on a une stratégie, justement, un plan d'action Smart Grid très clair qu'on a commencé à déployer. Je ne vais pas m'étaler sur les projets. Ça prend du retard, mais on a au moins une vision, on a un plan d'action clair. Et l'opérateur d'énergie en Tunisie, il est en train de se préparer sur tous les volets en termes de gestion d'énergie renouvelable, de Smart Grid. Par contre, sur la région, on voit une disparité. Certains opérateurs d'énergie, je parle par exemple du Sénégal, qui ont acquéri des compteurs intelligents sans se préparer, sans avoir les systèmes d'information qui gèrent, sans avoir les conteneurs de data qui permettraient d'analyser. Et vraiment, c'est une perte d'argent. Si on ne s'est pas préparé par rapport à l'ensemble de la chaîne de valeur des opérateurs d'énergie, ça ne sert à rien de s'investir sur un bout et ne pas s'investir sur le reste. Avoir une stratégie comme on l'a fait en Tunisie, avoir un plan d'action clair est primordial pour réussir cette transition. C'est une transition, je disais tout à l'heure, au Portugal, ça a pris 10 ans pour arriver à ces résultats-là. Ça prendra peut-être chez nous 15 ans ou 20 ans, mais déjà, ce qui est bien, on a commencé cette transition. Après, ce qu'on voit aussi, même chez les industriels, on commence à s'intéresser de plus en plus à l'efficacité énergétique, à la transition énergétique. On travaille avec un industriel ici en Tunisie sur une IA, sur une intelligence artificielle qui permettrait justement d'optimiser sa production photovoltaïque et sa consommation d'énergie qu'il achète chez la STEG en utilisant même les images satellites, open satellites, qui permettraient justement d'ajuster. Il y a une disparité de readiness entre les différents acteurs, que ce soit en Tunisie ou sur la région. Après, pour la recommandation, personnellement, ce que je recommande, c'est d'avoir une vraie stratégie, d'avoir une vision globale, un plan d'action clair. Ça ne sert à rien de prendre les choses par des bouts. Mettre en place des compteurs intelligents sans avoir derrière les systèmes d'information qui traitent ces données, ça ne sert strictement à rien. Mettre en place des concessionnaires d'énergie renouvelable, et après on ne sait pas bien les intégrer dans le réseau, on aura une perte énorme, on ne saura pas les utiliser. C'est vraiment toute une stratégie, un plan d'action global qu'il faut mettre en place pour réussir cette transition énergétique et pour profiter des capacités que le digital offre pour cette transition. Merci, c'est Ramzi. Donc, on retient que pour assurer la transition énergétique, il faudrait une véritable stratégie de transformation digitale, hein, bien posée, bien mise, pour qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés par cette transition énergétique. Sifouet, donc pour assurer cette transition énergétique, cette transformation digitale, on a besoin de financement. Selon vous, quels sont les mécanismes et outils de financement pour que la transition énergétique à mettre en œuvre on puisse utiliser les différents fonds avec une gestion efficace et bien dans les objectifs? Bon, pour les mécanismes de financement, ils sont généralement des crédits sur des ressources ordinaires, donc avec bien sûr à notre niveau, au niveau de la banque, avec des taux préférentiels, donc pour amorcer un peu cette transition énergétique, parce qu'on sait très bien qu'il s'agit d'un développement durable au niveau du pays. Donc, c'est le rôle réellement des banques d'accompagner cette transition dans ce rôle-là, dans un cadre de développement durable. Aussi bien donc des lignes de crédit externes, des fonds externes qu'on les gère donc actuellement pour des partenaires à la STB, donc qui donnent accès à quelques PME pour bénéficier de financement à faible taux avec des conditions bien déterminées. Mais laissez-moi dire que on a observé suite
aux différents entretiens avec nos clients que les mécanismes de financement en termes de crédit et d'Ifongiri n'est pas suffisant parfois pour mettre en place une transition énergétique ou par rapport aux industriels ou aux différentes activités, vu qu'on était contraint d'apporter d'autres types de solutions. Et c'est là qu'on est en train de mettre en place un écosystème de start-up actuellement, donc pour accompagner un peu cette transition énergétique et améliorer les rendements et avoir un retour sur investissement immédiat. En fait, les startups qui sont nativement agiles dans leur mécanisme de mise en place de projets, ils sont innovants, donc sont contraints, donc ils ne sont pas des structures lourdes, donc ils peuvent trouver parfois des solutions astucieuses et ingénieuses pour mettre en place des solutions, je pense, innovantes. Et c'est là qu'on est en train de mettre en place tout un écosystème autour de ce financement, à travers la mise en place des plateformes aussi de gestion transparente et traçable de ces fonds-là, donc parce que les fonds existent, et on a besoin quelque part de plateformes qui mettent en relation les bailleurs de fonds avec, bien sûr, ils demandent beaucoup plus de transparence, ils demandent beaucoup plus de traçabilité et de mesures qui sont exactes par rapport à la rentabilité de ces investissements. Et chose qu'on est en train de mettre en place, on a terminé un peu la conception. Mais juste pour sortir un peu du cadre bancaire, donc je propose pour améliorer, amorcer, plutôt optimiser et accélérer cette transition énergétique, de créer réellement un sandbox. Un sandbox autour duquel on doit mettre un peu ces startups pour développer beaucoup plus d'idées. Donc, pourquoi pas, il y a un appel à candidature annuel qui se fait et on est conscient que ces startups peuvent apporter à travers cette innovation, ils peuvent apporter des solutions très efficaces et on peut s'en passer parfois des mécanismes de financement classiques pour apporter des solutions innovantes. Ces solutions, par la suite, ils peuvent être duplicables, ils peuvent être dupliqués, ils peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée. Donc, à côté des mécanismes de financement, donc la mise en place des plateformes de collaboration donc, et de transparence, basées sur, chaque fois, lorsqu'on parle de plateformes de data, de l'IoT, donc, on est conscient qu'ils sont énergivores, donc on essaie de plus ou moins cadrer cette consommation. Mais à travers des plateformes de blockchain, donc on peut faire une traçabilité par la suite, échanger un peu, mettre en place des modèles d'échange de production. Donc, sont des idées qu'on peut développer ensemble. Et dans tous les cas, donc ce qu'on a constaté, aujourd'hui, on est conscient. Et on a mis déjà un projet en place, donc on le développe actuellement avec l'accompagnement d'ailleurs avec des fintechs et des startups, donc pour essentiellement mettre en place des plateformes et des solutions innovantes pour nos clients qui peuvent être dupliquées par la suite. Merci Foued. Donc on retient quand même deux idées principales, des plateformes d'échange transparentes et la sandbox. Voilà. Siad, vous allez un peu nous dire, on a parlé des projets d'énergie renouvelable, de transformation digitale, etc. Comment tout ça peut contribuer à une politique RSE performante ou l'inverse? Est-ce que c'est la politique RSE qui va impacter la transition énergétique? Il y a du beau monde dans la salle, donc je vais donner un plan d'action gratuitement. C'est plus facile, 5 points. Le premier point, c'est favoriser l'efficacité énergétique maximale au sein des entreprises, en impliquant tous les employés. Jouez sur vos employés. Essayez de faire des nudges et des nudging auprès des employés. Par exemple, financer la facture d'électricité la moins chère. Bon, c'est pas trop original, mais faites un concours sur l'employé qui consomme le moins d'énergie, mais à condition que, comme ils l'ont dit, on a un système d'information qui permet de donner en temps réel la consommation. Mais en tout cas, dopez vos employés, sensibilisez-les sur l'efficacité énergétique. Deuxièmement, je pense que ça, je rejoins Sib Hassan, c'est un des enjeux de l'industrie 5.0. Synchroniser l'appareil productif sur le rythme des énergies renouvelables.
Il faut commencer à travailler aujourd'hui dans les entreprises pour dire je vais produire lorsqu'il y a des excédents. Et alors là, la majorité des entreprises ne sont pas conscientes en fait de ça en fait. Hein. Ils produisent en fonction de leur cycle. Là, non, on est dans un nouveau monde. Il faut produire lorsqu'il y a de l'énergie pas chère et de l'énergie renouvelable. Et à la rigueur, il faudrait aussi que de mon côté des panélistes, on puisse favoriser ça par des labels, par des jeux, indépendamment du signal prix. Hein. Le signal prix, parce que le prix sera moins cher, mais il faudrait favoriser. Troisièmement, s'il vous plaît, faites travailler nos jeunes. Ne les laissez pas fuir. Les startups sont ici en Tunisie, elles ont énormément d'idées, mais elles n'ont pas de financement, elles n'ont pas de projet. C'est Slim Bourakez, hein, je l'ai vu par exemple là, hein, Watersec, il a un super projet sur la minimisation de l'eau, mais il n'a pas de clients qui lui donnent des données. Alors, favoriser donner des données à nos start-upers pour qu'ils puissent favoriser leur start-up. Il n'est pas seul. Il y a WhatNow, il y a énormément de personnes hein, qui travaillent sur le cluster énergie, mais ils ont besoin de vous. Donnez-leur du travail. Et ça, c'est la responsabilité sociale et environnementale aussi, hein, de donner du travail aux entreprises pour qu'ils ne fuient pas le pays, hein, quelque part, notamment les start-up. Hein. J'ai une étude stratégique sur ça, en fait, hein, à mener sur les 2 prochains mois. Hein. C'est comment arrêter cette fuite. Troisièmement, aider les populations dans les forêts. Si on a un problème de hors-grid, probablement c'est quelques petits foyers dans vous connaissez la bande forestière. La forêt tunisienne, c'est 1 million de personnes qui vivent dans des conditions pas extraordinaires. La forêt, elle est... Et donc je pense qu'il y a des projets types à faire. N'allez pas dans les écoles parce qu'il y a des projets déjà sur les écoles, mais aller vers les populations locales, travailler en point de vue local, aidez-les à avoir de l'énergie et d'avoir plus d'énergie pour qu'ils puissent avoir plus d'impact. Cinquièmement, il y a beaucoup de journalistes ici. Si à Nice, on est un. Hein, donc, les journalistes, ils ont besoin aussi de votre soutien pour pouvoir promouvoir toutes ces idées. Hein. Elles ne sont pas suffisamment promues. Hein. Cette transition énergétique, il faut qu'on la rende heureuse, il faut qu'on la sache, il faut qu'on sache comment on fait ce... Donc les journalistes, ils ont très peu de moyens. Mais associez-vous sur des productions. Je sais que la NME travaille actuellement sur un projet de sitcom, quasiment. Hein, donc ça, c'est très bien. Sixièmement, pub pour personnel, bien sûr, mais pas uniquement. On tient un forum le 15-16. Vous allez nous donner les 5 trucs gratuitement. Je ne sais pas le 6e. Non, le 6e, il sera payant. Le 6e, c'est pub, c'est pour moi. Ah, d'accord, voilà. Les 15 et 16 juin, nous avons un forum ici à Hammamet sur la transition énergétique. La première édition, c'était avec Nice aussi, il était associé. Nous avons pensé que la transition énergétique, c'est un projet de société. Et nous avons pris le parti, depuis 2018, avec Sikhal Tradour, de faire un forum qui soit de la transition énergétique, qui est centré sur les ONG, qui est centré en fait sur les startups, qui est sur les médias et sur les municipalités. En fait, c'est toutes les composantes de ça. C'est les 15 et 16 juin ici, parce que la transition énergétique, c'est un projet de société, et donc on fait participer la société civile, et c'est le forum de la transition énergétique juste. Et le mot juste est très important. Voilà, merci. Merci, Siad. Donc pour conclure un peu ce panel, donc je dirais que la transition énergétique donc va de pair avec les énergies renouvelables, qu'elle impose une transition numérique avec, comme l'a dit Siramzi, donc une stratégie bien ficelée de transformation numérique, que ça va impacter les modèles de gestion, donc gestion centralisée et décentralisée donc des producteurs, et que ça va aussi générer de nouveaux services à valeur ajoutée à travers les compteurs intelligents et l'IoT. Le futur de l'énergie, donc, ça sera les 3D, décarboné, énergie renouvelable, énergie verte, digitale et dualité, gestion centralisée et décentralisée des points de production. Voilà, merci pour votre attention. Merci, un grand merci à Sidi Ahmed Cherif pour avoir mené cette discussion avec brio. Mes remerciements, vos remerciements également vont à Sibel Hassan Chiboup. Merci Sibel Hassan, le directeur général de l'électricité et de l'énergie au ministère de l'Industrie, de l'énergie et des mines. Siramzi Matoug également, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est Fouad Khoueja également, la STB, précurseur
connaisseur donc, en la matière, et bon courage pour tout ce que vous êtes en train de faire. Saad Ben Youssef, merci infiniment de votre contribution et surtout du cadeau que vous venez de nous donner également. Merci. Alors, sans...